Donc bonjour, donc je me présente François Keffer, j'ai 51 ans et puis donc entraîneur de football depuis mes 16 ans. J'ai toujours cumulé joueur et entraîneur, donc joueur au niveau amateur. Un niveau amateur bon intéressant au niveau des H, CFA, dans le Vaucluse et puis entraîneur donc depuis donc mes 16 ans en me donnant une équipe à l'époque ça s'appelait Poussin, une équipe 3 dans mon club à côté d'Avignon, donc ça m'a plu tout de suite et j'ai passé les diplômes tout de suite et j'ai toujours fait un parallèle avec joueur entraîneur, ça m'a toujours plu d'entraîner, de manager une équipe tout de suite, donc j'ai voulu continuer, même si c'était pas évident, parce que d'entraîner et de jouer, c'est fatigant de faire les deux. Mais en tous les cas, voilà, donc c'est vrai que j'ai connu beaucoup d'équipes, forcément, beaucoup de niveaux aussi. J'ai entraîné des seniors, j'ai entraîné enfin tout ce qui touche aussi aux jeunes, à tous les âges, etc., des niveaux ligue. Voilà, donc des équipes 3 aussi à l'époque, des équipes 2, pas toujours que des équipes 1. Hein, j'ai vraiment aussi connu beaucoup de clubs. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans le milieu du football et puis j'ai passé mes diplômes. Voilà, et puis j'ai eu la chance aussi dans mes rencontres de pouvoir connaître des personnes qui m'ont donné ma chance aussi dans le milieu pro. Puisque j'ai entraîné à Arles-Avignon à l'époque où ils étaient en première division au niveau du centre de formation, et puis ensuite là j'ai travaillé donc 3 ans à Montpellier au centre de formation en étant donc à chaque fois responsable au niveau des 6-13 ans avec en charge aussi une équipe parce que c'est quelque chose qui me plaît de toujours entraîner. Et là, avec un projet sportif, projet éducatif. Donc voilà, un parcours intéressant avec beaucoup d'années derrière moi d'expérience de football. D'accord. Ouais. Et du coup, actuellement, tu es toujours au club de Arles-Avignon ? Non, j'étais à Montpellier. Mon contrat n'a pas été renouvelé. Donc là, je suis en stand-by, comme dit, entre deux. Et donc, voilà, j'envisage l'année prochaine d'incorporer un nouveau club professionnel. Donc, voilà, je m'accorde une année comme ça où bon, ça va me permettre de continuer un petit peu à développer des activités personnelles, mais peut-être voilà m'arrêter. J'ai jamais trop arrêté, ça fait des années, une année, donc bon, je vais le faire, et puis bon, j'ai pas le choix aussi, donc je vais le faire, et puis on verra par la suite ce qu'il y a, mais bon, j'ai envie de continuer. D'accord, bah ça va te permettre de continuer à développer un peu ta vision des choses et à continuer à transmettre au moins sur toute cette année-là ce que toi tu penses un peu du football, comment on doit l'enseigner, etc. Je trouve ça vraiment intéressant, moi, de connaître le point de vue d'un maximum de personnes. Et c'est pour ça que j'aimerais connaître un petit peu, et que tu nous en parles un peu plus, de vraiment toi, comment tu vois le football à travers la méthode que tu développes actuellement. Comment je vois le football à travers la méthode moi je la vois simplement. Donc j'ai été joueur, donc je suis bien placé aussi, comme beaucoup d'entre nous, à essayer de comprendre des choses, parce que d'avoir été enfant, je ne veux pas oublier cette période très importante du début. Je l'explique dans mon livre et je dis très clairement que on oublie trop vite ce pourquoi à un moment donné on a aimé le football. Et je veux faire un lien avec donc la genèse de cette histoire et la continuité, la suite logique ensuite en grandissant et ne pas perdre cette direction-là. Alors je pars dans beaucoup de directions, mais je vais essayer de recentrer parce que sinon ça va être trop long, mais en tous les cas me rappelant de ça, j'ai envie de proposer une méthode simple de compréhension du football, mais à tous les niveaux, à tous les âges. Il suffit pas d'avoir un groupe de talent, même si j'ai connu ça, mais j'ai connu aussi des groupes plus en difficulté, donc et de l'avoir
expérimenté aussi à ce niveau-là, donc je suis à même de dire que c'est valable pour tout le monde. C'est une méthode tournée vers effectivement le jeu, le jeu à l'entraînement, le jeu parce que c'est amusant de jouer. Première chose, donc ça nous rappelle un petit peu notre enfance de jouer quand on joue dans la rue, donc c'est jouer tout le temps, jouer à l'entraînement, parce que c'est le jeu qui permet au maximum du maximum de permettre aux joueurs d'avoir une maîtrise, une habileté footballistique, du geste, de la technique, des choix de jeu, voilà, de répéter des jeux. Pour moi, c'est le chemin le plus court, le plus rapide et le plus amusant pour comprendre ensuite ce que on va pouvoir en faire en match, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, le souci du match. Donc, dans un premier temps, c'est de faire beaucoup de jeux, on pourra aussi revenir pourquoi faire des jeux et pourquoi moins faire d'analytique peut-être que ce qu'on a l'habitude de faire. On pourra y revenir. Et en deuxième lieu, c'est une méthode aussi basée beaucoup, bon ça je l'ai pas inventé, j'ai repris des principes déjà existants, des principes simples de le savoir, je l'ai, mais en tous les cas j'ai besoin que le joueur lui-même ressente des choses et vive des choses et me dise pourquoi c'est bien, pourquoi ça marche, voilà, pour qu'il puisse bien enregistrer, bien comprendre. Donc ce sont des situations jouées et des questions-réponses. Voilà, ça existe. La Fédé a repris aussi ces principes-là, mais bon, moi je pense très très loin, beaucoup plus loin dans cette démarche-là. Donc le jeu associé à une méthode managériale de questions-réponses, voilà un petit peu dans les grandes lignes la méthode que je défends. D'accord. Et du coup, vu que je m'intéresse beaucoup à ce que font les autres, et du coup, j'étais tombé sur des vidéos sur YouTube de toi qui faisais une démonstration auprès de certains éducateurs. Et j'avais noté que tu disais à un éducateur que tu étais complètement contre et tu étais anti les démonstrations. Tu étais contre les démonstrations de certains entraîneurs qui démontraient le geste au lieu que la réponse vienne de l'enfant, justement. Démontrer, expliquer, corriger, effectivement, ce sont des termes souvent utilisés, mais que je ne veux pas utiliser. Donc, effectivement, je considère que, déjà, je pense à l'entraîneur qui peut-être n'a pas un niveau de football élevé, donc lui, c'est compliqué pour lui, donc de démontrer. Donc, je pense à lui. Et puis, voilà, donc montrer un geste, un adulte montrer un geste et réussir ce geste, bon... moi, je trouve que moi, je me rappelle quand j'étais petit, je voyais mon entraîneur, il réussissait un geste, je me dis, putain, il y arrive, c'est mon entraîneur, j'ai envie de lui faire plaisir. Moi, j'ai du mal, tout ça, donc ça me frustre parce que je me dis, putain, mon entraîneur, il y arrive, moi, j'y arrive pas, ça peut être embêtant, cette histoire. Donc, je préfère effectivement la démonstration d'un joueur, parce que si j'ai à faire une démonstration, un joueur, c'est plus, je dirais, au niveau d'un autre joueur, et peut-être que c'est moins, je dirais, pénalisant, frustrant, que ça soit un adulte. Et effectivement, je pense que ça sert à rien de démontrer, parce que comme je suis dans les jeux systématiques, il n'y a plus besoin de démontrer un geste. Donc c'est la répétition dans le jeu des choses qui seront faites systématiquement qui fera que derrière, le joueur va s'améliorer au fur et à mesure dans la saison. On démarre en septembre, on finit au mois de mai, on a 9 mois donc d'entraînement, de jeu. Donc on a 9 mois à jouer. Donc le joueur, à force de le mettre dans ces situations, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt de démontrer. Alors c'est sûr, on démontre un geste, on va se dire, à partir du moment où il voit que ça marche, le geste, le pied d'appui, la frappe, tout ça, mais après, le joueur, est-ce que vraiment, en voyant le geste, il va assimiler ça? Moi, je préfère qu'il fasse, et derrière, à force de faire, à force de jouer, ça va rentrer, quoi. Donc, l'intérêt de démontrer, je vois pas. D'accord. Donc en fait, si je résume un petit peu, c'est tu vas laisser l'enfant un peu se confronter aux difficultés et lui-même il va tenter des choses et au bout d'un moment, toi, si tu vois qu'il n'y arrive pas, tu vas le questionner et la réponse doit venir de lui, c'est ça? Bien sûr. On fait un jeu et puis j'estime qu'à un moment donné la passe difficulté ou la frappe difficulté ou le contrôle difficulté ou le dribble difficulté, on discute. Bon alors, voilà, on discute devant tout le monde. Voilà. Le pied d'appui, vous en pensez quoi? On le met comment? Donc hop, il peut y avoir une explication. Moi je sais, et c'est peut-être pas forcément le meilleur joueur. Moi je sais comment on met le
montre-nous. Ah, tout le monde, ouais, regardez Thibaut, ce qu'il fait, c'est pas mal ce qu'il fait Thibaut. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors toi, Thomas, tu en penses quoi toi? Ben moi je le mettrais comme ça le pied, ouais, ok. Parce que de démontrer, ça veut dire que c'est un geste unique, en fait. Ouais. Et la difficulté, elle est là, Bastien. C'est-à-dire que ce n'est pas un geste unique à un moment donné. En tennisman, il a bien fallu que quelqu'un un jour il fasse un revers à deux mains. À un moment donné, le tennisman, le prof, qu'est-ce qu'il allait lui dire? Elle a dit non, mais on fait pas un revers à deux mains, qu'est-ce que tu me racontes? Ben si, moi je fais un revers à deux mains, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que je ressens le truc. Donc il a bien fallu qu'à un moment donné, un revers à deux mains, il se fasse une première fois. Et si on considère qu'après, effectivement, le revers à deux mains, si ça intéresse à ce joueur-là de le faire, il est à l'aise avec ça, pourquoi le pénaliser? Donc de démontrer, c'est un geste unique. Or, il peut y avoir des passes qui vont être faites. À partir du moment où la passe elle est réussie, bon, d'un point de vue de la motricité, d'un point de vue du corps, alors oui, bien évidemment, il faut que le pied soit à côté du ballon. On est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on est d'accord. Mais après, moi, j'ai peur de formater. D'accord. En fait, tu vois, le truc. Donc là, après, c'est le joueur qui, effectivement, va se sentir à l'aise avec ça. Quelqu'un a démontré tel ou tel geste technique devant tout le monde. Ok, on est d'accord. Allez, tape, on repart. Mais on se fait pas une histoire de ça. On va pas après, pendant une heure, faire ce geste. Non. On l'inclut dans un tout. Parce qu'en fait, le jeu est un tout, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. D'accord. Ça veut dire que tu es complètement contre le travail un petit peu analytique. Même qu'on oui. Alors, on y vient, effectivement. C'est la question. Je suis en opposition, on va dire très clairement les choses, même si je ne critique pas ce qui se fait, et que, bien évidemment, toute humilité, je défends une idée. Et bon, on a le droit de défendre des idées, et puis bec des ongles, et puis se dire que voilà, c'est peut-être pas la vérité, mais en tous les cas, aujourd'hui, je me sens bien dans cette méthode, je sens bien les joueurs, je sens que les joueurs, ils progressent vraiment bien, ils sont au maximum de leurs possibilités. Effectivement, l'analytique, pour moi, je suis contre, mais après, c'est pas François Kessler qui veut être contre l'analytique. C'est ensuite, dans les lectures que j'ai pu faire ici et là, c'est les discussions que j'ai pu faire et c'est l'expérience que j'ai aussi. Voilà ce que je dis sur l'analytique. Je dis simplement que à partir du moment où un geste technique n'est pas associé, donc le geste technique et le moteur, la motricité, à partir du moment où le moteur, la motricité, un geste technique n'est pas associé à le cognitif, c'est-à-dire à un choix de jeu, ok, donc vous allez avoir un joueur qui va ne faire que de la technique pure, hein, et qui donc ne va pas avoir un choix associé à la technique. Et le match, c'est tout l'inverse. C'est un autre sport que l'analytique. Le match, ce ne sont que des choix répétés les uns après les autres. Donc ce choix-là, à un moment donné, il faut qu'il intervienne le plus vite possible pour que le joueur, s'il associe moteur et cognitif dès son plus jeune âge, il va emmagasiner dans sa mémoire des informations qu'il va stocker dans son inconscient, qu'il va pouvoir ensuite ressortir le moment opportun qui va être le match. C'est pas moi qui le dis, c'est des choses que j'ai pu lire par ailleurs. Et je dis très clairement qu'un joueur qui répète trop souvent de l'analytique, c'est le déformer, c'est l'enlever de son chemin de départ qui va être, on en revient à l'initial, qui est la rue. Et la rue, c'est le football, ce ne sont que des jeux à répétition. Et pourquoi l'enfant ne fait que des matchs? Parce que lui-même, sans le savoir de façon consciente, mais il se rend bien compte qu'en faisant des jeux, il va progresser. Parce qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de faire des matchs, parce qu'il sait qu'au fond de lui, c'est en faisant des matchs qu'il va le progresser. Et parce qu'au fond de lui, de façon, mais c'est inconscient, c'est quoi? C'est de faire des matchs, c'est d'être en difficulté, c'est jouer contre des grands, c'est jouer à 25 sur un petit terrain, donc c'est vite faire des choix, et parce que je vais rapidement faire des choix, je vais améliorer ma qualité, qui va être d'être un footballeur. D'accord, et puis même de toute façon quand on leur pose la question aux enfants pourquoi vous venez au foot, il suffit de leur poser la question pour qu'ils nous disent je veux faire comme les grands, je veux faire un match, et leur réponse ça vient complètement d'eux. Honnêtement, autre chose, il y a tellement de choses sur ça, mais si on savait, si pour moi j'avais l'intime conviction que de faire de l'analytique, c'est faire en sorte d'améliorer la qualité du joueur.
pourquoi je le ferais pas? Je veux dire, je serais fou. Mais c'est pas possible de passer à côté de quelque chose quand même qui ferait que. Mais moi je me dis que l'analytique, déjà vous faites de l'analytique, on rate des choses. Et pourtant ce sont des choses très simples, c'est passer derrière voilà, mais même on le voit même dans les centres de formation, on fait de l'analytique et l'entraîneur à chaque fois il râle parce qu'il comprend pas, parce que c'est pas réussi, et on est en analytique sans opposition. Donc c'est bien la preuve que quelque part on n'a pas besoin de le faire et qu'on a tout intérêt, encore une fois, à très rapidement, et moi j'ai dit dès 6 ans, il n'y a pas besoin de faire de la technique pure. C'est pas un pianiste. Un pianiste, bien sûr qu'il répète ses gammes parce qu'il n'a pas d'opposition après quand il joue. Alors moi, si on me prend l'exemple du pianiste, eh bien on a raison. Et le pianiste, il ne fait pendant ces moments donc de semaine, il ne fait que faire que ce qu'il fera ensuite sur scène. Donc autant, si on prend le parallèle du pianiste, autant faire pareil avec le footballeur, autant faire la semaine ce qu'il sera ensuite à même de faire sur scène qui va être le week-end. Donc ça va être quoi? Ça va être des jeux. D'accord. Parce qu'il y en a qui se servent qui prennent l'image du parallèle, enfin qui prennent le parallèle du pianiste pour justement se dire faut répéter les gammes, donc répéter les gammes c'est faire de l'analytique aussi. Il y en a qui disent quand ça. même, mais comparer un pianiste qui n'a pas d'opposition, il n'est dérangé par personne. Il est simplement seul face à son piano. Mais comme il sera après sur scène, seul face à son piano, oui, il va s'entraîner sur ses gammes, mais il va simplement jouer des notes de musique sans opposition. Donc si on me prend cet exemple, mais c'est impossible de comparer un pianiste et un footballeur, puisque le football, ce ne sont que des choix, et en plus c'est de jouer avec des partenaires contre des adversaires, donc c'est une situation motrice, cognitive qui est complètement à l'inverse, ça n'a rien à voir quand même. Un pianiste, prendre en exemple un pianiste quand même et un joueur de football, mais comment on peut faire ça? Je veux dire, c'est pas possible. C'est impossible. C'est comme prendre un tennisman, c'est comme prendre. Mais ce sont des sports individuels. On ne peut pas comparer un sport individuel et un sport collectif sous prétexte de dire qu'on apprend des gammes. Mais oui, on apprend des gammes parce que c'est indispensable. C'est lié à la, je dirais, au sport. Le sport, c'est l'analytique. Le tennis, c'est l'analytique. Donc, ça doit être l'analytique aussi à l'entraînement. C'est sûr. Et encore, qu'est-ce qui fait la différence? J'en parlais avec un copain cet après-midi de ça, sur ce sujet. Qu'est-ce qui fait la différence? On peut en parler aussi entre un bon pianiste et un pianiste moyen. Est-ce qu'un bon pianiste, finalement, il apprend pas aussi à sa façon, peut-être sans être dans un modèle bien précis de cours magistraux, etc. Est-ce qu'un bon pianiste, c'est pas quelqu'un qui le ferait aussi au feeling? Et quelqu'un de différent aussi, si on pose le bouchon au point. Mais on ne peut pas comparer, très honnêtement, une activité individuelle avec une activité collective. Ça n'a rien à voir. D'accord. Enfin là, je me portais un peu l'avocat du diable. Oui, c'est bien. Ouais. Il faut. D'accord. Tu as raison, Bastien, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est bien, parce que du coup, je suis content que tu aies fait cette image-là, parce que justement, l'image un peu que moi je te disais du pianiste, il y en a beaucoup qui pensaient comme ça, et là, justement, j'espère que ça va peut-être ouvrir Est-ce que toi, ça certains. te parle aussi? C'est ce qui est... Voilà, moi, c'est-à-dire que, moi, je suis ouvert vraiment à tout, je tente des choses, c'est pour ça que j'expérimente des choses sur les terrains, je m'intéressais beaucoup à la méthode Korver, etc. Du coup, j'ai tenté des choses, du coup, je réfléchis, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, pourquoi, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut pas continuer, il faut le faire à quel âge, etc. Et du coup, c'est pour ça que je m'ouvre un peu et que je me permets d'appeler des gens qui pensent des choses, etc. Et puis moi, c'est vrai que là, je m'entends complètement aussi dans la philosophie que j'ai du football. J'entends complètement ton discours, quoi. Alors moi, j'ai deux exemples. J'ai le très bon joueur et le joueur en difficulté. Et encore plus pour eux, c'est très important de faire de la méthode globale. Pourquoi? Parce que j'ai eu des très bons jeunes et à Montpellier et quand j'étais à Avignon. Et là, j'ai regardé une photo où je suis avec Younes Belhanda, donc que tu connais. Ouais. Mais tu vois, Younes Belhanda, que tu connais bon. Ouais. Et il y avait Younes Belhanda, il y avait Johan Courte qui était à Ajaccio, là, qui était à Troyes, qui était un joueur aussi exceptionnel, et j'en ai eu d'autres. Mais à ces joueurs-là, très honnêtement, à 13 ans, je les avais comme U13. C'est des joueurs, mais très forts à leur âge. Ok, qu'est-ce que j'allais leur dire, moi? J'allais leur dire, mais on va faire un ballon chacun, face à face, et on va apprendre la passe.
j'allais leur dire passe derrière un plot et centre en retrait pour l'autre. Bien sûr qu'ils l'auraient fait, mais j'allais pas leur dire ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait à Younes Belhanda, qui était pour moi un des 8-13 que j'ai vu dans ma carrière, un des plus forts de sa génération, et puis de tout ce que j'ai pu voir après dans le temps. Bon, j'ai rarement vu ça. Et moi, des exercices que j'ai fait avec lui, c'était quoi? Je le mettais en difficulté. Je lui mettais 2 joueurs sur lui. Je lui mettais même des fois 3 joueurs sur lui. Et je disais à Younes, allez, il faut t'en sortir, c'est à toi de trouver des solutions. Je devais me mettre à son niveau. Je devais me mettre à leur niveau, à tous ces bons joueurs que j'avais. J'allais surtout pas leur faire des travails ennuyeux d'analytique, où à un moment donné, il faut attendre son tour. À un moment donné, quand l'entraîneur ne regarde pas le bon côté, on est moins enclin à faire le truc sérieusement, parce que c'est humain. Et puis on en a marre d'attendre son tour. Et puis il fait froid, et puis l'hiver, et puis on prend pas son pied. Et puis si jamais je passe et que je rate, il faut que je recommence. Donc mais quelque part, après je suis pas convaincu, encore une fois, je l'ai expliqué tout à l'heure, de réussir. Dans ce contexte-là, ça nous sert le jour du match. Et puis je prends l'exemple du joueur le plus en difficulté. Parce que moi aussi, on me retourne cet exemple. Mais celui qui ne sait pas jouer au football, mais encore plus lui, il a besoin d'être mis dans un contexte cognitif et moteur adapté. Pourquoi? Parce que lui, il a un cerveau, on est d'accord. Ouais. C'est peut-être pas un bon joueur, Bastien, mais c'est en tous les cas un joueur qui joue à la PS4, qui voit des matchs à la télé, et puis qui joue dans la rue, et puis qui est peut-être pas très bon, etc. Mais en tous les cas, il a un cerveau qui quand même est moderne, on va dire, plus que peut-être moi à mon époque. Et ça, c'est très bien, ça aide. Et lui encore plus, et je l'ai fait. Donc je suis là-dessus très serein, je l'ai fait. Avec des groupes en difficulté, mais je suis allé à des niveaux de jeu, certes, au niveau d'un joueur en difficulté, mais je suis allé très 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 loin dans le jeu avec eux, et très régulièrement, comme un très bon joueur, le parent du joueur en difficulté, en fin de saison, il m'a serré la main, il m'a dit « Mon fils, il a pris du plaisir, mon fils, il a progressé dans le football, mon fils, il s'est régalé. » Et encore plus avec un joueur en difficulté, je dirais, on a tout intérêt à le mettre, parce que, certes, ça sera difficile pour nous au début, mais à charge après à l'entraîneur à faire le bon jeu, à faire le bon exercice, la bonne dimension sur le terrain, le bon nombre d'adversaires, etc. Il faut faire le bon jeu qui fera que derrière, mis dans ce contexte-là, le joueur va prendre du plaisir parce qu'il va courir, il va se déplacer, il aura une situation à régler, mais encore une fois, à son niveau à lui. Et encore une fois, à son niveau à lui, tellement il va prendre son pied, donc forcément, tellement il va progresser. D'accord. Et du coup, comment ça se passe en termes de, je sais pas, comment tu t'organisais, est-ce que tu planifiais ton année, comment tu fonctionnais justement? Moi, c'est très simple. La première des choses que je fais, c'est, à un moment donné, il faut que avec mon équipe, j'aborde le sujet, comment se placer sur un terrain de football. Voilà, tant que ça, c'est pas réglé, on peut me dire ce qu'on veut, mais l'équipe, elle jouera pas bien. Alors, sachant aussi que, ça on en a pas parlé, mais ce qui est très important, c'est ensuite d'avoir un idéal de jeu. Alors, c'est quoi l'idéal de jeu? C'est effectivement le bien joué issu du beau jeu. Je parle pas du beau jeu, parce que ça peut paraître abstrait. Je dis le bien joué, donc issu du beau jeu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important qu'un entraîneur il ait aussi un style, une philosophie pour qu'il puisse transmettre cette philosophie. Tu vois, Bastien? Donc, moi, je pars de ce principe que à partir du moment où je veux travailler les choix de jeu rapidement associés à la technique, donc je suis obligé d'aller plus loin, donc au niveau d'aller loin au niveau du jeu après pendant le match. Je dis à mon joueur simplement, au joueur, je dis voilà, soit vous avez le choix d'aller vers l'avant, ok, et rapidement, ou pas rapidement, mais en tous les cas d'aller vers l'avant, ou soit vous avez un autre choix, puisque de toute façon on est porté par aller de l'avant. Mais si ce n'est pas le choix d'aller vers l'avant, si tu veux, j'ai envie de leur dire, il y aura autre chose à faire. Et c'est quoi cette autre chose? Eh bien, on verra. On va démarrer la saison, il y a tellement d'autres choses à faire, ne vous inquiétez pas, mais de ne pas aller vers l'avant, mais en tous les cas, on verra. Donc moi, la première des choses, c'est le thème, c'est comment on se place sur un terrain de football, et à travers ça, qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement au niveau des jeux, pour faire en sorte que le joueur, quand il rentre, il met le pied sur le terrain, il se dit c'est bon, je sais où c'est qu'il faut que je sois placé par rapport à la situation de défendre, par rapport à la situation d'attaquer, voilà. Donc ça, c'est important. Tant que le joueur n'a pas réglé ça, c'est pas possible pour lui. Et je me donne entre 1 mois et 1 mois et demi
pour régler D'accord. ça. Une fois que j'ai réglé ça, ce problème de comment on se place sur un terrain, ensuite, effectivement, là, on va aborder le choix de comment le ballon doit circuler, où le ballon doit aller, vers l'attaque, vers le gardien, pourquoi avec le gardien, qu'est-ce que ça veut dire de ressortir un ballon, qu'est-ce que ça veut dire de sortir une densité, qu'est-ce que c'est une densité, voilà, ce sont des phénomènes qu'on rencontre souvent lorsqu'il y a des matchs. Et donc ça c'est ma deuxième, même si je l'aborde quand même régulièrement dès le début de saison, c'est parce que quand je te parle du classement, forcément il y a des jeux. Mais en tous les cas, on va dire, si tu me parles, tu me dis il y a effectivement un thème, je dirais que j'axe quand même plus mon regard sur le classement. Et une fois que ensuite je sens qu'il y a une progression qui est faite, donc sur la circulation du ballon, qu'il y a une cohérence qui est faite entre l'ensemble de l'équipe, tout le monde joue pareil, etc. Donc je travaille sur un troisième point ensuite, passé le mois de décembre, c'est le pressing. Voilà. Où là, effectivement, le troisième point, c'est vraiment à la perte de balle, on harcèle vraiment le porteur de balle et on fait en sorte qu'il n'y ait pas une troisième passe ou une quatrième passe, c'est 3 ou 4 passes, ça voudra dire qu'on n'a pas bien fait le pressing, on est sur 2, troisième passe, il faut que vraiment on fasse en sorte de la récupérer. Là, c'est simplement courir pour récupérer le ballon, donc je dirais que le pressing, il ne faut pas s'en faire un monde. À partir du moment où, encore une fois, on le fait verbaliser par les joueurs pour qu'ils arrivent à comprendre, c'est très rapide. Donc si j'avais un petit peu, il y a d'autres choses, mais à définir 3 thèmes majeurs, ce sont ceux-là. 1, le positionnement. 2, le jeu, comment on fait en sorte de jouer ensemble. Et 3, en associant tout ça, le pressing. D'accord. Et du coup, admettons que tu es une équipe senior, est-ce que tu présentes en début d'année, sur une animation offensive, je veux qu'on joue comme ça, je veux qu'on défende comme ça, et je veux que sur la transition, on ait ce comportement-là. Est-ce que tu leur présentes... Non, parce que là, tu es en train de me sortir un intercalaire d'un classeur. D'accord. En fait, l'animation offensive, c'est effectivement comment travailler une animation offensive contre une défense qui joue à je sais pas combien. Comment... Non. Moi, écoute-moi, c'est très simple. On joue au football, on fait des entraînements, on met des choses en place. Et je ne veux pas mettre, en tous les cas, je ne veux pas... comment dirais-je je veux bien expliquer sur ça parce que c'est important. Oui, vas-y. Je veux être... On fait un match, on attaque, on défend. Voilà. Il y a une situation qui est posée, et puis sans vraiment nommer les choses, mais on essaye de faire en sorte de régler les situations ensemble. Voilà. Et donc on attaque. Est-ce que là, il fallait attaquer? Parce qu'en fait, quand tu fais une séance avec un thème, au risque de pas respecter le thème, mais peut-être qu'au risque il y ait autre chose à voir sur finalement la situation qui se passe. Tu mets un thème en place et puis ce thème-là, donc finalement, tu veux l'améliorer. Donc du coup, pour moi, tu perds du temps. Parce que si finalement, ça amène la situation à ce qu'il se passe autre chose. Pourquoi pas finalement garder ça et puis laisser faire. Donc voilà, après si le thème il est fait, tant mieux. S'il est passé, on le refera. Mais si tu veux, moi j'ai envie de mettre un thème en place et puis après on joue et après on voit ce qui se passe. J'ai pas envie de bloquer après sur ce thème. Si on n'arrive pas à le faire, dans ma tête je me dirais j'ai pas bien fait, j'ai pas assez mis d'opposition, ou j'ai fait un espace trop petit et j'ai envie de jouer. J'ai envie qu'à travers la séance qu'on est en train de faire, c'est 1h15, 1h15, ouais, c'est de dire voilà, ça y est, je fais le jeu et puis on voit ce qui se passe. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai pas envie de bloquer avec des thèmes. On joue, on voit ce qui se passe, on réfléchit. Est-ce qu'on s'est bien placé sur le terrain? Oui. Est-ce qu'on a attaqué vite? Est-ce qu'il fallait faire vite? Oui. Est-ce il fallait faire possession? Est-ce qu'on a fait possession? Oui. Est-ce qu'on est ressorti avec le gardien? Oui. Est-ce que quand le gardien avait le ballon, est-ce qu'on était acteur? On n'était pas acteur? On était bien placé? Pas bien placé? Etc. Oui. Toutes les situations, c'est toujours la même chose, en fait. Alors que, généralement, je pense, et malheureusement, on prépare des séances avec des thèmes, et on va être dans ce thème. Moi, je ne suis pas pour une planification avec, surtout dans les petites catégories, je travaille la passe, et après le contrôle, et après le tir, et après le... Non. Le football est un tout le temps. Voilà. L'être humain est un tout le temps dans tout ce qu'il fait. Et donc, je fais un tout le temps de tout. Et je pense que ça rend plus simple les choses parce que
le match est un tout le temps, on ne sait pas ce qui va se passer, on pense qu'on va dominer, puis on ne domine pas finalement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pense dominer, et du coup, j'ai regardé un match ce week-end contre une équipe qui jouait à 5 derrière, enfin même voire peut-être à 7, voire à 8, voire à 9 derrière. Et l'équipe, elle n'a jamais su trouver la solution. Ok, donc est-ce que finalement on a bien fait les choses? Est-ce qu'on n'était pas trop dans ce thème-là et après finalement on a bloqué parce qu'on n'a pas su trouver? Non, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, moi j'ai envie que ça soit un tout le temps et qu'en fonction de l'entraînement aussi il y ait une réaction différente des joueurs parce que le joueur il est pas bien dans sa tête, parce que ici, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. L'être humain c'est fragile, donc on voit un petit peu ce qui se passe après. Donc c'est un tout le temps, voilà. Et je suis assez à l'aise avec ça. D'accord. Et du coup, quel est ton avis sur les formations un peu de que la fédération propose? Parce que eux, ils préconisent oui ou non. Enfin, par exemple, si on passe le BMF, ils nous donnent des livrets avec justement, il y a une planification, il y a des thèmes entre guillemets un peu centraux à respecter, plus ou moins, etc. Du coup, quel est ton avis un peu sur les formations? Moi, on fait bien les choses, parce que la France, elle est reconnue mondialement au niveau de ses formations. Donc moi, je n'ai pas envie de critiquer ça. J'ai pas envie d'apporter un regard. Voilà, elle fait bien les choses. Bon, autant avant, peut-être, je pouvais. Mais bon, j'ai pas envie. Après, elle fait comme elle fait. Moi, je fais comme je fais. Mais c'est vrai que effectivement, à travers ce que j'ai dit, peut-être en opposition, il peut y avoir autre chose. Et peut-être que tu me cites des classeurs, tu me cites des thèmes, tu me cites des... c'est pas ce que je fais moi. Donc, de fait, voilà, j'ai lu Hubert Fournier qui veut revenir sur de l'analytique. C'est pas ce que je propose moi. Donc, si tu me demandes qu'est-ce que t'en penses, forcément, c'est pas ce que je propose. La méthode Convert, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas ce que je propose et c'est pas les idées que je défends du football. Et à la fois dans son apprentissage, et à la fois dans sa formation, et à la fois dans son quotidien. Pour dire que ça touche toutes les catégories d'âge. Donc voilà, après, forcément, de ce que je propose, c'est pas ce qui se fait de façon traditionnelle. Donc en ça, je m'oppose, mais après, je dirais, chacun défend sa méthode, tu vois, mais après, dire il sait pas bien ce qu'ils font, j'ai pas envie. D'accord, je voulais pas t'amener non plus à dire ça, c'était juste un peu pour savoir un petit peu ce que tu pensais. Autant peut-être qu'avant je le faisais maladroitement, bon je l'ai fait, mais autant j'ai envie de me concentrer si tu veux sur ce que je fais, essayer de défendre mes idées, on peut ne pas être d'accord, mais c'est bien de ne pas être d'accord parce que ça permet d'échanger. Moi, je continue à lire, je continue à aller sur Internet, à voir des vidéos, à me poser des questions, à discuter avec toi, à discuter avec plein de personnes, des gens du monde professionnel, des personnes amateurs, enfin, toute personne qui parle football. Moi, je parle football et puis on fait évoluer tout ça ensemble. D'accord. Et du coup, est-ce que dans ta formation ou sur tes envies personnelles, t'es allé observer quand tu étais plus jeune ou même actuellement dans d'autres pays ou dans des clubs en France qui t'ont marqué, enfin où leur façon de travailler t'a marqué puis t'a aidé dans ton apprentissage? Ouais. C'est vrai que on a pu, il y a pu y avoir des modèles du passé dans différents sports qui ont marqué le sport. Petit, je me rappelle du Brésil, de Socrates. Ça me parle. Bon, Pelé non, j'étais trop petit, mais j'ai revu des vidéos. Mais moi, ça a commencé un peu avec tous ces maillots jaunes qu'il y avait. Ils étaient beaux là. C'était des shorts remontés. C'était un football là. Bon, c'était même pas le Saint-Étienne des années 76-77. J'avais 10 ans, mais bon, je voyais les matchs. Je me rappelle avec mon père, mais bon, rien à voir avec le fait. Voilà, il y avait, c'est vrai, il y a eu le Nantes de Coco Ciodo. Voilà, tiens, ça m'interrogeait aussi. C'est vrai que dans un autre domaine, il y avait Auxerre avec son jeu atypique, même si c'était pas un jeu de passe, mais c'était un jeu direct. Mais ça m'a pas influencé. Mais ce qui m'a influencé beaucoup, c'est après avec le temps. C'est bon, effectivement, le Barça de 2008 à 2012 de Pep Guardiola et puis depuis Guardiola, ça a été
le Brésil, comme je l'ai dit, ça a été Cruyff avec quand j'ai été voir des choses avec tout de suite avec la Hollande, ça a été effectivement d'autres sports, des sports dans le basket, dans le hand, des équipes collectivement. J'allais voir un peu les entraîneurs, ce qu'ils disaient. Là, je vois le rugby aussi, la Nouvelle-Zélande, ce qu'ils font. Des petites nations comme l'Islande qui réussissent à avoir dans des sports co, le football, le handball, avoir des résultats. Pourquoi? Voilà, des petits pays comme ça arrivent à des résultats. Donc, on va tous chercher, effectivement, on est sensible à des discours, mais en tous les cas, je dirais la référence pour moi, le maître pour beaucoup, c'est Johan Cruyff, quoi, qui a su prendre aussi de son entraîneur de l'époque en Hollande, et puis qui a su lui-même aussi mettre en place des choses. Voilà, quand on voit avec le Barça, quand il veut mettre Guardiola et comment il a mis Guardiola, alors que Guardiola, il dit très bien qu'il n'allait pas vite, il n'avait pas de jeu de tête, il n'avait pas de pied gauche. Enfin, je veux dire, il avait quoi alors? Il avait tout le reste pour jouer en numéro 6 devant la défense. Et ça, c'était le meilleur. Donc, ça, faut être Cruyff pour le faire. Et moi, ça me choque, ça. Et ça me choque dans le bon sens. Mais je me dis, voilà, quelqu'un qui parle comme ça, quelqu'un qui met des latéraux, c'était des anciens ailiers, qui fait redescendre et qui fait jouer latéral. Ça me choque. Quand Guardiola, il dit, j'ai pas fait un putain de jeu défensif en 7 ans avec Cruyff. Mais ça me choque quand Cruyff dit, pour moi, la première qualité des latéraux, c'est d'attaquer, c'est pas de défendre. Eh bien, ça me choque parce que c'est des choses, on entend le contraire en France. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, Cruyff, le Barça, et puis je vois Sarri là actuellement à Naples. Bon, Valverde au Barça. Bon, je regarde simplement Eibar, le Betis. Hier soir, je vois Eibar qui est 17e de la Liga. C'est exceptionnel ce qu'ils font, quoi. Dans l'utilisation du ballon, enfin c'est exceptionnel. Et voilà, je peux aussi voir Eibar 17e de la Liga parce que j'aime ça, voilà. Donc voilà, après je suis effectivement tourné beaucoup vers ce que fait l'Espagne parce que j'aime beaucoup ce que fait l'Espagne dans la formation. Et donc j'ai pas visité de pays, j'ai pas fait. C'est vrai qu'Internet, on a tout chez soi, mais bon, c'est toujours mieux d'aller. Mais j'ai pas assez voyagé. Et voilà, des jeunes comme toi, tout ça, faut y aller, quoi. Faut prendre la voiture, l'avion. Enfin, sinon, financièrement, tout le monde peut le faire, mais il faut y aller, quoi. Faut y aller. J'ai un copain, il revient d'une semaine de l'Espagnol de Barcelone. Il me dit, François, je comprends pas, il y avait 14 équipes sur un seul terrain. Je fais, qu'est-ce que tu me racontes? 14 équipes sur un seul terrain. Je regarde ça, je dis, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que des petits jeux. D'accord. Donc, ils travaillent que dans des petits espaces. Et donc, ils savent très bien que cet instant-là, à ce moment-là, de cette séance-là, à être tous sur un seul et même terrain, c'est pour une seule et même philosophie, c'est on travaille à ce moment-là les petits espaces. Et le fait de jouer serré les uns des autres et le fait de vite rapidement trouver par du jeu rapide, du jeu à une touche de balle, la déviation, etc., de la réflexion autour de ça. Voilà. Et ça, c'est exceptionnel. Voilà, moi, ça. Alors, c'est vrai que c'est les autres qui vont rentrer dans les pays, qui me racontent, et du coup, c'est comme si je voyageais, mais bon, il faut voyager. Ouais, d'accord. Et du coup, là, je me pose la question, à quel moment est-ce que tu as eu un déclic pour te dire, bah voilà, à partir de maintenant, il faut faire que du jeu, ou c'est venu petit à petit, à quel moment ça t'est venu? En fait, c'est une bonne question, parce que, si tu veux, quand je passais mes diplômes d'entraîneur de football, en même temps, je passais le BESAPT. Le BESAPT, donc c'est pour être, en résumé, être professeur de sport dans les écoles. D'accord. Donc j'allais au CREPS à Aix-en-Provence. Et puis là, d'un coup, on me parle de pédagogie ouverte, alors que le football, quand je passais mes diplômes, c'était très clairement, mais c'était pas présenté comme ça, une pédagogie dite fermée. Voilà, donc une pédagogie ouverte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, j'avais 23 ans, donc ça remonte vraiment beaucoup. Donc là, ouais, mais une pédagogie ouverte, c'est laisser l'enfant faire, laisser s'installer l'erreur, laisser
c'est la réponse à ce que le joueur il a. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Nous en football on fait tout l'inverse. Nous le joueur il a pas à parler, le joueur il a juste à se taire et à écouter ce qu'on lui dit, le joueur ci, le joueur ça. Et donc les deux méthodes se sont finalement opposées et c'est là où j'ai commencé à faire un chemin. Donc il y a une trentaine d'années où j'ai commencé à donc progressivement à me dire tiens si je posais des questions à mon équipe tiens si par exemple un enfant me prépare une séance d'entraînement, il l'a fait à ma place. Tiens, si un enfant, c'est lui qui va préparer le match ou deux ou trois, ils vont être plusieurs à préparer le match. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est des choses extraordinaires avec des mots, avec une sensibilité, avec une approche, avec un regard, voilà. Et donc au fur et à mesure que donc j'ai ensuite grandi, au fur et à mesure de lire, au fur et à mesure d'expérimenter, voilà, donc bien m'en a pris de passer cette formation du BESAP parce que peut-être que j'aurais jamais, et puis c'était les profs aussi de l'époque qui m'ont aussi amené sur ce terrain-là, de laisser faire, voilà, l'enfant a une richesse en lui, comme nous on était d'ailleurs, parce que du coup on oublie que nous aussi nous étions des enfants et que nous aussi nous avions un regard sur la vie riche, avec des idées, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que les choses se sont construites. Ouais. D'accord. Et du coup, pour revenir un peu comme je te disais hier en t'envoyant les questions, sur la notion de savoir-faire et de savoir-être, oui. Car actuellement, j'ai plus l'impression qu'on nous forme ou qu'on nous donne des informations sur le savoir-faire, mais mine de rien, quand on est un petit peu sur le terrain, on se rend compte que le savoir-être, c'est vraiment, c'est essentiel, quoi. Ouais, bien sûr, le savoir-être, c'est aussi en numéro un, donc de la posture, de la façon dont on doit se positionner par rapport à un groupe. Effectivement, si un groupe prend pas de plaisir, alors ça c'est aussi un sujet, comment on prend du plaisir, parce qu'il suffit pas de dire à un enfant prenez du plaisir, ça ça veut rien dire. Bref, si un enfant prend pas du plaisir, s'amuse pas, si un enfant donc n'est pas bien accueilli, si on n'accueille pas bien les enfants, s'il n'y a pas du respect entre tout ça, si on n'apprend pas à gagner, si on n'apprend pas à perdre ensemble, si on n'apprend pas à respecter l'arbitre, si on n'apprend pas, enfin voilà, tout ce qui n'est pas le ballon, mais tout ce qui est à côté, la vie de groupe, les initiatives, la bienveillance qu'on aura sur les autres, etc., etc. S'il n'y a pas ça avant le football, comment le football peut marcher? C'est pas possible. Donc effectivement que les notions de savoir-être, c'est fondamental. De toute façon, la formule, c'est savoir-être plus savoir-faire égale avoir. Avoir qui sera le résultat, in fine. Donc ça, c'est la formule quand je fais des formations. C'est effectivement comme ça que je le présente, puisque c'est une formule que j'ai vue et que je m'approprie parce que elle me va bien. Et qu'effectivement, je fais dans beaucoup de formations, mais savoir-être plus savoir-faire égale avoir, ça me va bien. Dans ce sens-là, ça me va bien. C'est pas avoir plus savoir-faire. C'est parce que souvent on est dans avoir plutôt que de voir avant ce qui se fait. Donc, donc effectivement, j'invite toutes les personnes à réfléchir sur tout ça. Et puis on voit que le sport de haut niveau, on voit que le rugby qui vient de perdre 6 matchs d'affilée au haut niveau se remet en question sur les méthodes de management, les méthodes de la relation au résultat, la relation. Donc là, on n'est pas dans le rugby, on est dans autre chose. On est dans le psy, mais entre guillemets, parce que c'est pour résumer tout ça, mais effectivement, c'est ça. Et ça, il faut en parler dans les formations. Et j'en parle dans ma formation, mais il faut en parler. C'est indispensable. Il faut faire une petite part, enfin même une grande part. C'est 50-50. Je veux dire, si on est bien, après, si le joueur il vient, il est bien, si la vie de groupe elle est bien, je veux dire, toutes les conditions sont réunies pour que ça soit bien. Donc on a encore, c'est la palisse, on a de grandes chances parce que finalement ça se passe bien. Donc effectivement, tu as raison, le savoir-être est très 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 important. D'accord. Et du coup, pour un petit peu finir, un petit peu conclure, quels livres t'ont marqué ou est-ce que tu recommandes certaines lectures à quelques-uns ou... C'est vrai que
là, je suis tombé parce que je lisais pas mal de ce que faisait Jardim, etc. Et c'est vrai que il s'intéresse beaucoup à ce qu'a fait et ce que fait Edgar Morin. Je sais pas si tu connais. Si, Oui, j'ai acheté le livre d'ailleurs, l'introduction à parfait. la pensée complexe. Ouais. Ouais, parfait, ouais, c'est ça, la pensée complexe. Et oui, l'homme est un tout. Et si l'homme est un tout, donc encore une fois, ça me ferait aussi rebasculer sur la méthode globale, parce que la méthode globale est un tout. Et l'homme est un tout, et c'est expliqué de façon beaucoup plus intelligente que moi. Donc, effectivement, c'est intéressant. Après, c'est vrai que je suis tombé aussi sur des choses que dit Idriss Aberkan, donc qui est un conférencier, Oui. 3 doctorats, tu connais aussi? Oui, l'homme, entre guillemets, a 3 doctorats avant 30 ans, il est connu un petit peu aussi pour ça, je vois qui c'est. Ouais. L'échec est un diplôme. Ouais. Hein, c'est une bonne vidéo, voilà, ça. moi quand j'entends ça, je peux pas rester, quand tu es aux États-Unis, celui qui a fait des échecs, il faut le marquer sur son CV, parce que justement, c'est valorisant de montrer qu'on n'a pas réussi dans un domaine, parce que justement, on aura peut-être beaucoup plus de chances de pas reproduire l'erreur, quoi. Alors qu'en France, quand on fait un CV, comme il le dit, il faut surtout marquer un CV de tout ce qui va. Donc c'est vraiment deux mondes, mais en tous les cas, c'est très intéressant. Après il y a aussi Frade, le portugais, Victor Frade, donc qui dit aussi des choses sur le penser la globalité. Donc ça c'est très intéressant. Donc après c'est vrai que il y a des livres qui sont faits sur Guardiola aussi, donc ça c'est forcément, je dirais, c'est livre en numéro 1, parce que voilà, ce personnage m'intrigue, me fascine, et voilà, tout ce qui peut être écrit sur lui, c'est des choses qui m'intéressent. Et après, comme ça, c'est vrai qu'il y a tellement de choses en même temps qui nous sont proposées, mais j'invite, quand on tape en tous les cas ces personnes tout de suite sur internet, il y a automatiquement d'autres personnes qui sont associées, et ça c'est génial, parce que après c'est un puissant fond, quoi. Ouais, c'est clair. On va sur différents sujets, qui sont super, c'est super. Il y a Isaac Getz, je sais pas si tu connais aussi. Non, je connais pas. Isaac Getz, Getz, libérer l'entreprise aussi. Alors tu me diras, quel rapport avec le football? Oui, mais si tu libères l'entreprise, tu libères l'homme. Tu libères l'homme pour l'entreprise. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait pour libérer l'homme, pour que justement l'entreprise elle soit performante. Après, nous, c'est quelque part une entreprise aussi, puisque nous avons devant nous de l'humain. Donc nous devons gérer de l'humain. Donc libérer l'humain pour que justement il soit super performant. Tu vois? Ouais. Tu as Paco aussi, tu connais Paco Cerullo? Oui, je connais un petit peu. Le préparateur physique de Barcelone. Barça. Ouais. Ce qu'il va dire, c'est exceptionnel aussi. Tu vois, sur la préparation physique aussi, la place de la préparation physique aussi, voilà. Donc ça aussi c'est aussi bien, parce que il te dit très clairement que la préparation physique elle est intégrée, et c'est ce que fait Jardim, et voilà. Donc parce qu'un sportif il s'entraîne toute l'année, quoi, même s'il s'arrête en été, mais après toute l'année il joue, quoi. Tu vois le nombre de matchs que fait le Barça sans trop de blessures malgré tout, avec pratiquement 90% le même effectif, et puis il change pas l'équipe, quoi. Donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Enfin voilà, mais il y a tellement de documents passionnants. D'accord. Et je te laisserai finir un petit peu pour, entre guillemets, un peu l'instant pub, où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. Alors c'est vrai que merci pour ça. J'ai une page MPP, méthode plaisir et performance, sur Facebook. Donc j'invite
tout entraîneur qui a envie de me rejoindre à travers les papiers que je mets. J'ai un site internet aussi, c'est www.mpp-kfr.fr. Donc, mais c'est vrai qu'après, comme j'ai ma page Facebook, donc on peut retrouver sur mon site internet, on est en lien aussi avec Facebook, on voit les articles, donc on peut faire ou l'un ou l'autre. Mais je pense que voilà, si ça plaît à des personnes ce que je dis, ben je pense que plus on sera nombreux, plus on sera de défendre peut-être voilà, des idées autour de ça. Enfin, c'est pas pour dire je suis en opposition, c'est pour dire voilà, on est ensemble, on échange, on croise des informations et voilà. Donc et puis ensuite sur mon site, eh ben, je serai amené à mettre les formations que je fais, je serai amené à mettre les conférences que je fais. Là, j'en ai bientôt de prévues, donc je vais le marquer sur mon site. Des conférences dans des clubs, voilà, un club professionnel aussi, là ça va arriver aussi. Donc je vais prendre ce temps-là aussi pour faire mon deuxième livre et puis pour continuer à échanger, voilà, comme je fais avec toi. C'est très agréable. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir pris une heure de ton temps pour discuter un petit peu de la méthode globale puis de ta vision des choses. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Puis bonne soirée à toi. Bonne soirée et c'est un plaisir partagé. À bientôt. Au revoir. Au revoir.